Salut les amis, c'est Cap sur l'Off, comme tous les jours, 14h, 17h30. Nous sommes dans la loge du Festival d'Avignon, ici depuis le centre commercial Cap Sud. Nous enregistrons une émission de télévision. Allez, nous allons recevoir aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, une dizaine d'artistes ou compagnies. Nous allons parler avec eux de leurs propositions à l'occasion de ce Festival d'Avignon 2019. Une émission diffusée sur Énorme TV, la TNT, votre box, sur la chaîne YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner, la chaîne Festival. Et tout de suite maintenant, un live Facebook. Vous allez voir qu'on va bien démarrer la journée avec une histoire déjà très drôle. Quel est le meilleur moyen de démarrer la journée? Eh bien, par une histoire truculente et drôle, évidemment. Une histoire de coloc. Et oui, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, à raconter, à imaginer quand on parle de colocation. Allez, on va rentrer dans le cœur du spectacle avec Lucia Isoire et Yann Barbier, les deux comédiens du spectacle. Et Yann étant aussi l'auteur de ce spectacle. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge du festival, à Cap-sur-l'Off, pour parler de cette joyeuse comédie, Colocs. Ah, Colocs, j'ai mis le S, hein, il y a plusieurs. Et plus si affinité en sous-titre. Plus si complicité. Plus si complicité, pardon, excusez-moi. Oui, parce qu'évidemment, vous êtes deux en coloc, hommes-femmes, deux caractères a priori pas forcément irrévocablement compatibles. Mais voilà, il se passe des choses. Voilà. En gros, mon colocataire, j'arrive, il m'accepte dans cette colocation, il cherche un nouveau colocataire ou une nouvelle colocataire. Donc je débarque un petit peu à l'imprévu et petit à petit, il commence un petit peu à s'attacher à moi. Et moi, j'ai un petit peu un caractère volage. Donc forcément, ça devient explosif à l'appartement. Voilà. Ça met du temps à s'avouer, j'imagine, ces sentiments naissants. Oui, d'abord ils vont se traquer régulièrement sur le vécu du quotidien, sur les tâches ménagères, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Enfin, sur un petit peu tout. Et c'est vrai que ça vient petit à petit et ça va venir crescendo. Et il y a un baiser perdu dans la pièce et c'est ça qui va débloquer finalement les sentiments du... Alors, on va pas raconter la fin, bien évidemment. Bien sûr. Encore qu'elle n'est pas dramatique, on se doute bien. Quoi qu'il en soit, vous subissez la montée des sentiments qui viennent à vous. Est-ce que vous la subissez tout au long de la pièce ou c'est vraiment un rapport de force d'égal à égal ou vous êtes vraiment la pauvre victime qui dérouille? Non, c'est assez égal, je pense. Oui. Je subis son caractère et elle subit le mien aussi, quand même. Voilà. Oui, vous avez aussi du caractère. Vous avez aussi une guitare. J'ai aussi une guitare, oui. Elle est dans la voiture, j'ai cassé une cordillère. Pour faire le lien avec, effectivement, vous l'utilisez dans le spectacle, vous chantez une ou deux chansons. Voilà, c'est pas un concert, bien sûr, ni un spectacle musical, mais enfin, il y a aussi de la musique dans cette comédie. Voilà, tout à fait. Ouais, ça fait un moment que je compose des chansons et ça permet de dynamiser la pièce, en fait. Mais effectivement, c'est pas un spectacle musical, mais j'avais à cœur de rajouter ça dans la pièce. Voilà, parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et ça dynamise vraiment, ça permet de mettre des ruptures et de rythmer aussi la pièce et de donner autre chose aux spectateurs, quelque chose de nouveau, de nouveaux ingrédients pour qu'il y ait plusieurs ingrédients afin que ça fonctionne. Le jeu, c'est que ça fonctionne, quoi. Alors, je vais vous poser la question qui tue. Vous avez dans votre public peut-être des gens qui s'apprêtent à démarrer une colocation à la rentrée, des futurs universitaires. Est-ce qu'ils vont être totalement découragés et courir vers d'autres solutions ou finalement non? Alors peut-être que d'une colocation mixte, où ça va peut-être un petit peu les refroidir, je sais pas. Mais en tout cas, non, ils voient quand même qu'il y a beaucoup de complicité. De toute façon, une colocation, voilà, c'est ça, c'est du vécu, c'est de la complicité, c'est du partage. Donc ils vont beaucoup rire. Et je pense que ceux qui sont en coloc ou qui l'ont été se retrouvent forcément dedans. Oui, il y a forcément des choses qui vont leur résonner, évidemment. Je pense également que c'est une pièce qui est intergénérationnelle, que ce soit des personnes jeunes ou moins jeunes. Il y aura toujours des enfants, des petits-enfants, voilà, ça leur rappellera toujours quelque chose. Voilà. Donc en tout cas, ça parle à beaucoup de monde.
c'est un spectacle qui est également participatif. On fait participer le public. Une comédie familiale, est-ce qu'on peut donner une indication aux téléspectateurs pour l'accessibilité au spectacle, alors, pour s'en amuser? familial, bon, il y a une petite scène qui est un petit peu virulente. Voilà, c'est-à-dire Les parents risquent d'avoir des choses à expliquer à leurs enfants à la sortie, ouais. Non? Ça dépend les enfants et les parents. Non. Qu'est-ce qu'on dit pour donner une indication? 8 ans, 10 ans, 12 ans? 10 ans, je pense Allez, que c'est 10 ans. bien. Voilà. Allez, on va dire Ouais. 10 ans, mais c'est pas un drame. À partir de, voilà, S'ils sont en ouais. dessous, vous expliquerez certaines choses de la sortie. Voilà tout. Exactement. Ils sont à 15h30 au Théâtre de l'Observance. Évidemment, vous en doutez, quand on a du talent en la colocation, quel terrain de jeu. Et le talent, ils l'ont, notamment Yann Barbier, l'auteur, brillamment accompagné sur scène, puisqu'il la partage avec Lucia Isoire. Une belle comédie, si vous avez envie de vous amuser, de rire, de bien démarrer l'après-midi. Eh bien, écoutez, je pense qu'après un café, ça fait du bien d'aller se marrer un petit peu, et même beaucoup, avec ce spectacle qui s'appelle Colloque et plus si complicité, à 15h30 au Théâtre de l'Observance. Merci, Lucia et Yann, d'être venus nous parler de cette comédie. Je vais vous laisser partir parce que ça joue tout bientôt. Très bon festival, et puis je suis sûr que nos amis seront nombreux à venir rigoler avec vous. Je suis sûr que vous rigolez sur scène aussi. Oui. Au Théâtre de l'Observance, à 15h30, ça s'appelle Colloque et plus si complicité. Merci, bon festival. Merci à vous, Stéphane. Merci pour votre accueil. Merci. Et si on se faisait une petite référence littéraire maintenant, Edmond Rostand, tiens, puisqu'il est question d'Edmond Rostand dans ce spectacle, qui s'appelle Chanteclair d'ailleurs. On va en parler tout de suite avec son interprète, Henri Saint-Macary. Bonjour. Voilà. Eh bien, bonjour. Bonjour Stéphane. Quelle entrée en matière. Alors, effectivement, on est dans le vif du sujet, puisque Chanteclair, d'aucuns connaissent l'histoire. C'est en tout cas la fable du coq qui est convaincu que le soleil se lève grâce à lui parce qu'il chante. Exactement. Voilà, donc ça, c'est le cœur de l'histoire Chanteclair. Tout part de là. Et d'ailleurs, une histoire qui vous tient à cœur. Ah bah oui, alors ça, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Est-ce que, Stéphane, j'ai une question tout d'abord. Est-ce que vous avez déjà vu Chanteclair? Est-ce que vous l'avez vu sur scène? Non, j'ai Non. pas eu cette chance. Eh bien, il y a une explication tout à fait rationnelle à ça. C'est que c'est une pièce qui est extrêmement compliquée à mettre en scène. Déjà, ça se passe dans un poulailler. Alors, il y a des coqs, des poules, des faisanes, enfin toutes ces bestioles-là. Alors, il faudrait des costumes avec plein de plumes, plein de couleurs. Donc, déjà, ça, c'est compliqué. Il y a 129 personnages. Les décors sont complètement exubérants. Bref, il y a peu de metteurs en scène et de producteurs qui ont tenté l'aventure. Alors que Chanteclair est tout aussi beau en termes de littérature que Cyrano de Bergerac ou l'Aiglon. Sauf que là, nous avons Marco. Marco qui est un metteur en scène qui veut tenter de convaincre sa compagnie, qui n'est autre que le public. Je vous rassure, il ne le fait pas monter sur scène, mais il veut le convaincre de monter cette pièce malgré les contraintes et les obstacles. Et au milieu de tout ça, il va raconter l'histoire de Chanteclair en mettant des moments choisis de la pièce originale, pour la plupart du temps en alexandrin, et du coup en imitant toute une série d'animaux, principalement à plumes, certains à poils, et voilà. Vous êtes aussi, je le disais, dans un spectacle actuel, dont vous parlez aussi entre ces moments d'alexandrin. Exactement. Il y a la chèvre et le chou, si je puis dire. Si on parle d'animaux, on peut y mettre une chèvre. Pardonnez-moi la plaisanterie, mais c'est aussi une comédie. C'est un spectacle pour rire aussi. Ah exactement, oui. C'est à la fois poétique et léger. Voilà. Bah, comme peut l'être Edmond Rostand dans son écriture. Alors vous interprétez combien d'animaux, si je puis dire? Ah bah ça, faut voir la pièce. Hein. C'est ça. Non, au moins une trentaine. Au moins une trentaine. Voilà. Ah, déjà, je savais pas qu'il y en avait autant. Non, Il y en a 129. Oui, ouais, effectivement, ouais, des animaux de basse-cour. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est Edmond Rostand. Régalez-vous parce que les Alexandrins, c'est joli. Venez vous amuser parce que c'est très très drôle. C'est aussi burlesque, un peu facétieux. Enfin, c'est une vraie performance en tout cas délivrée de l'Alexandrin avec des voix de volaille, si je puis dire. Exactement, c'est ça. Et ça rend un spectacle à savourer sur son texte et drôle évidemment par son interprétation. C'est au Magasin Théâtre à 19h tous les jours, sauf le lundi.
Donc 6 chances sur 7 de vous voir. Les autres jours de la semaine, c'est largement suffisant. Au magasin théâtre, donc, je me trompe pas, magasin Non, théâtre c'est bien ça, au magasin théâtre tous les soirs à 19h, à 19h. sauf les lundis. Sauf les lundis. Et ça dure 1h10. Donc je sais que pour les festivaliers, parfois le programme est un peu chargé, mais 1h10, ça se case assez facilement dans un programme chargé. Et ça s'appelle précisément Chanteclair Solo, au magasin théâtre à 19h, du mardi au dimanche donc. Merci beaucoup Henri d'être venu nous parler de ce très joli spectacle. Ben, merci Et beaucoup drôle, Stéphane. Merci. Vous allez voir les amis, je vais vous amener au music hall maintenant, rien que ça, et c'est bien, et ça fait du bien. On va en parler tout de suite avec un des comédiens, Jean-Christophe Borne, bonjour. Bonjour. Merci, vous partagez la scène avec Clémentine de Couture et Marc Nadler. Oui, tout à fait. Qui est un Américain. Un Américain de New York qui vient de New York. spécialement à Avignon et c'est sa première fois à Avignon. Star de music hall aussi. Alors il est star de music hall, il est surtout star de cabaret. Et aux États-Unis, le cabaret, c'est un style un peu particulier. C'est des chansons qui sont chantées dans des sortes de caveaux. Mais des caveaux américains, donc ils sont énormes. Hein. Et il est très très connu. Il va surtout aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Et à Avignon ce mois-ci, ce qui est une excellente idée. Et à idée. Avignon pour la première fois, oui. Pour ce spectacle, Gabi, Mon Amour, la naissance du musical en sous-titre. Alors on se repositionne à la naissance du musical dans les années 10-20. Où Gabi, Mon Amour, on comprend que vous aimez, qu'elle est. C'est Mon Amour, c'est le spectacle que je porte depuis 2017. C'est un spectacle qui a été assez long à mûrir parce qu'il a fallu trouver toute la documentation, notamment comme c'est un spectacle musical, il a fallu trouver les partitions. Et il se base sur la vie de Gaby Delis, qui fut la première star française de l'histoire du music-hall. Donc c'est une Marseillaise qui va naître en 1881 et devenir, par son talent et son travail, la première star française. Elle va avoir une carrière internationale, aller à New York, à Londres, à Vienne, à Paris. Et elle devient l'incarnation de la française, voilà, au début du XXe siècle. Et tous ces succès, comme ce qui est très connu aujourd'hui, qui reste dans les mémoires, c'est... Alexander's Ragtime Band. Vous voulez que je vous le fasse? Come on and hear Alexander's Ragtime Band. Come on and hear is the best band in the land. And you can play your bugle call like you've never heard before. So natural that you want to go to war. That's just the bestest band. What honey lamb, come on alone. Come on alone. Let me take you by the hand. Up to the man who is the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River played in ragtime, come on and hear. Come on and hear Alexander's Ragtime Band. Oh, ça donne envie de bouger. Ah, je vous confirme, ça donne envie. Bravo, merci déjà pour ce petit cadeau. Bah, écoutez, avec C'est plaisir. cadeau, je n'avais rien réclamé. Non, et du coup, ça magnifique. fait partie d'un de ses grands succès, qui est donc le fameux Alexander's Ragtime Band, qui a été écrit par Irving Berlin, qui est un des grands maîtres de la chanson américaine. Et en fait, donc, il a fallu trouver tous ces succès, les compiler, et ça m'a pris quand même pas mal de temps. Alors, je voudrais profiter, voilà. pardon, je fais une parenthèse, puisqu'on a entendu votre voix il y a peu de temps, qu'on est à l'origine du musical, dans les années 10-20. On en a parlé un petit peu en off, et vous m'expliquez qu'à cette époque-là, les spectacles n'étaient pas sonorisés, il n'y avait pas de micro, Oui. et donc les gens qui faisaient le musical avaient des voix fortes, puissantes et belles. Oui, on ne pouvait pas faire du musical. Par exemple, si vous vouliez avoir une carrière de chanteuse ou de chanteur de musical, on ne pouvait pas avoir la voix de Jeanne Birkin. Par exemple, non. Les gens lui auraient jeté des tomates. Donc il fallait une voix... Il fallait très très timbré, etc. Et comme la voix... Moi, je suis chanteur d'opéra à la base. Et j'ai aussi plusieurs facettes comme ça qui me plaisent. Donc voilà, j'ai été sensible à la comédie musicale américaine, à tout ça. J'ai été un peu élevé avec ça aussi. Et donc la technique vocale lyrique permet d'avoir cette projection. Donc du coup, voilà, on se rapproche de l'idée que pouvait être un spectacle en 1910, 1920, avec des gens qui devaient passer la rampe. Comme on disait, passer la rampe, ça veut dire la voix. Et à Marseille, par exemple, vous aviez l'Alcazar, qui était un endroit très important pour tous les chanteurs de music-hall. Et s'ils ne passaient pas la rampe, eh bien, on leur jetait plein de choses dans la tête, parce qu'ils n'étaient pas bons.
Voilà, il fallait, Vous avez compris que avoir du coffre. dans le cabaret de l'époque qui racontait, et donc dans ce spectacle-là, il y a des jolies voix. Dites-moi si je me trompe, mais le cabaret, ça raconte, c'est rarement des lamentations, c'est plutôt des textes gays. Oui, des on choses est vraiment enjouées, dans un spectacle de divertissement avec il y a des paillettes, des costumes, des costumes superbes qui retracent un peu les époques chronologiques comme ça de 1910 à 1920. Et c'est très très amusant, très frais et beaucoup d'humour. Et en dessous de tout ça, on a quand même l'histoire d'une femme qui allait en 1917 faire venir le jazz en France, qui allait être, sans le savoir, une femme moderne, puisqu'elle allait s'émanciper et sortir de son milieu familial pour devenir une femme libre qui gagnerait sa vie. Et qui plus est, elle a fini millionnaire. Elle a même légué une partie de sa fortune à la ville de Marseille, notamment aux orphelins, pour faire des orphelinats pour orphelins. Sa maison, la Villa Gaby, peut-être les gens connaissent, sur la corniche. Oui, absolument. Voilà, il était destiné à être un orphelinat pour jeunes garçons. Donc voilà, elle a vraiment donné sa fortune pour aider ses prochains. Et voilà, donc elle va vraiment avoir... C'est beaucoup de raisons de revenir sur son parcours et la mettre. C'est ça qui est très important. On aura compris que c'est un spectacle musical, un vrai spectacle de cabaret. Oui. Il y a des parties phrasées, puisque vous racontez sa vie. Il y a des liaisons phrasées entre les chansons, mais ça reste un vrai spectacle. Oui, c'est un spectacle vraiment comme une revue, si vous voulez. Une revue. Quand on est musical, on a envie de dire musical. Ben voilà, il faut y aller. C'est du spectacle, bien sûr. Mais lorsqu'on parle de revue aussi, là, ce que nous proposons, c'est une revue, mais qui se rapproche d'une revue à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est pas le Moulin Rouge d'aujourd'hui avec les femmes, les cocotiers, là, les plumes de 3 mètres. C'est pas ça. À l'époque, on était quand même dans des... Même si c'était grandiose, et on voit dans les images, il y a beaucoup d'images qui en témoignent, c'était moins dénudé, c'était beaucoup plus, voilà, il y avait un peu plus de... C'est plus prude. Donc on est plus dans ce registre-là qui va vers une image de ce que ça pouvait être en 1910, 1920. Et donc, voilà. Faut venir. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes seul à côté de moi, vous partagez la scène avec 2 autres comédiens, chanteurs et chanteuses, que c'est un vrai beau spectacle de musical. Quelle bonne idée à Avignon. Le musical, c'est aussi du théâtre. Et merci d'être sur la scène du festival. Vous êtes au Théâtre des Remparts. Théâtre des Remparts, oui. Théâtre des Remparts à 20h30 jusqu'à la fin du festival. Tout à fait. Alors, voilà, il y a plein de choses intéressantes à voir, certaines qui sont attendues, d'autres moins. Là, c'est une vraie surprise du musical et une vraie bonne surprise. Allez savourer ces belles et grandes voix. Je vous rappelle le spectacle Gaby, mon amour, la naissance du musical, c'est au Théâtre du Rempart à 20h30. Est-ce que je pourrais me permettre, Jean-Christophe, qu'on se quitte sur votre jolie voix et un petit air qui nous mette plein de bonne humeur pour le reste de la journée? Un des grands succès de Gaby Delis et qui est resté après dans la mémoire collective, c'était, en dehors de Alexander's Ragtime Band, c'était Come Back to Me. Et en français, ça donne Reviens veux-tu. Juste avant, je rappelle que le spectacle s'appelle Gaby, mon amour, la naissance du musical, au Théâtre du Rempart à 20h30. On se quitte avec vous, Jean-Christophe. Alors, Reviens veux-tu, ça vous parle ou pas? Reviens veux-tu, ton absence a brisé ma vie. Aucune femme, vois-tu, n'a jamais pris ta place en mon cœur, ami. Reviens veux-tu, car ma souffrance est infinie. Je veux retrouver tout mon bonheur perdu. Reviens, reviens, veux-tu? Et venez nous voir. Revenez, revenez, voulez-vous? Merci. Je vous propose un petit tour du côté du théâtre Notre-Dame. Il est 11h et vous allez savourer un magnifique spectacle qui s'appelle On ne dit pas du mal des morts. Pour en parler, une partie des comédiens. Alexia Chardard, bonjour. Merci d'être venu, accompagné de Jack Rogne. Bonjour. Et de votre metteur en scène, Myrtille Putner. Bonjour. Merci d'accompagner vos artistes, c'est bien, c'est agréable. Ah
Oui, je les aime, mes artistes. Sachant qu'ils, je dis, ils ne sont pas tous là. Vous êtes 4 sur scène avec Catherine Devigne et Patrick Tulane qui sont pris par ailleurs. Mais merci d'être venus déjà tous les deux. Merci notamment à Alexia Chadard d'être venue. On sait que vous êtes une grande révélation de cette année au César, une brillante comédienne plein d'avenir. Il en est sûr. Et vous êtes là pour un très joli spectacle d'Israël Horowitz. Alors Israël Horowitz, c'est un grand auteur. Oui, c'est l'auteur américain le plus joué au monde. Il a écrit des dizaines et des dizaines de pièces. Il est joué dans le monde entier, même en Inde. Il a été traduit en hindi. Et nous avons la chance de travailler avec lui depuis 5 ans, 6 ans. Et vous me disiez en off qu'il allait venir sur le festival, hein? Oui, il va venir. Il arrive des États-Unis le 21. Il sera sur scène avec nous le 22. Il assistera à la pièce le 23. Et le 22, nous avons organisé une rencontre avec le public, donc et Israël Horowitz, au Théâtre Notre-Dame à 11h. Voilà, à l'heure du spectacle à 11h. Et l'entrée est libre. L'auteur, l'entrée sera libre, c'est bien de le signaler. Alors, comme les grands auteurs, il a la finesse du texte, et il en faut parce que le sujet est délicat à aborder. On ne dit pas de mal des morts, c'est l'histoire donc d'un couple, dont papa, maman et jeune fille déjà, dont le papa décède dans les tours. Et bien souvent, on a tendance, lorsqu'il y a un départ prématuré, on va dire, à un petit peu sublimer la personne qui est partie. C'est gentil, c'est agréable, ça fait pas que du bien. Et parfois, il est sain destituer un petit peu pour amener la personne humaine à l'état de père, tout simplement. C'est bien le sujet de ce spectacle-là. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que voilà, on sublime toujours les personnes qu'on perd. Mais voilà, c'est pas pour autant que c'est tous des héros. Il y a même une phrase que dit mon personnage à son père pendant la pièce. Elle lui dit comment est-ce que je peux t'aimer autant et te détester autant, voilà, parce qu'il est pas tout blanc non plus, mais en même temps c'est son père et elle l'aime. Mais elle l'aime aussi, pas seulement parce que c'est quelque part il est un peu statifié ou mis un héros ou sur un piédestal parce qu'il est mort dans cet attentat horrible des tours jumelles. Mais elle l'aime pour ce qu'il est, pour ses souvenirs d'enfant. Elle aime pour ce qu'il est, ouais, elle aime parce qu'elle est proche de lui, elle aime parce qu'il lui dit tout. Alors c'est difficile quand on aime quelqu'un, qu'on soit épouse ou qu'on soit fille, d'essayer comme ça de le faire descendre de son piédestal sur lequel le met tout le monde autour. C'est compliqué comme démarche. Oui. Oui, et Horowitz a eu l'intelligence, il écrit ses pièces comme des scénarios de films, donc on peut revenir en arrière, on est dans le passé, donc dans sa vie de tous les jours, avant l'attentat, et on retrouve sa famille après l'attentat. Et ces distorsions de temps sont vraiment extraordinaires et ça a été un gros travail justement de mise en scène, d'amener les gens, le public à comprendre qu'on est dans des flashbacks et il l'écrit vraiment comme un scénario de film. Donc vous voyez, pendant 3-4 minutes, vous êtes dans une scène qui se passe dans la cuisine après sa mort, et puis 3 secondes plus tard, vous êtes au restaurant qui est au-dessus des tours du World Trade Center. Il y a plusieurs mois. Donc c'est très compliqué, mais c'est une pièce où on est arrivé à avoir une continuité dans le jeu sans jamais de coupure. Et je pense que beaucoup de gens peuvent trouver des points de similitude avec leur propre histoire. Est-ce que ce que ressent cette jeune fille et sa maman peut pas être proche de, par exemple, la même histoire, mais avec quelqu'un qui serait soit quelqu'un à forte notoriété ou à forte réussite, et où on parle systématiquement que de ça, et eux ont besoin de parler de leur père ou de leur époux dans la simplicité de leur vie. Absolument. Donc on doit pouvoir se reconnaître là-dessus, et ça me paraît important de préciser que voilà, dans le texte il y a mort, donc c'est pas un spectacle triste non plus. Non, c'est un spectacle d'ailleurs qui est souvent amusant. Oui. Alors oui, c'est un spectacle avec beaucoup de traits d'humour, Oui. parce qu'Horowitz se sert de l'humour pour nous faire rentrer dans la tragédie. C'est souvent drôle. Par exemple, je peux le dire, même s'il y a des enfants ici, à un moment, la mère dit maintenant je vais aller me coucher, c'est l'aurore, et parce que après on a la chatte qui gratte. Alors la fille dit à sa mère, mais maman,
tu parles mal, quoi. Et la mère dit, mais non, pourquoi? J'ai dit que le matin, la chatte des voisins gratte à la porte. Donc, vous voyez, il y a des moments très drôles dans la pièce, il y en a plein, donc c'est très agréable. Voilà, c'est un spectacle qui peut aider à se comprendre soi-même, à se comprendre des choses, à comprendre l'histoire des autres, mais avant tout à passer surtout un joli moment de spectacle, parce que le sujet est très intéressant, parce que le texte est absolument délicieux d'Israël Horowitz, et puis votre interprétation, c'est pas vous qui allez le dire, c'est moi. Et merveilleuse dans ce spectacle-là. Donc ça reste un spectacle voilà, qu'on savoure. On vient passer un bon moment au Théâtre Notre-Dame. Ça s'appelle « On ne dit pas de mal des morts ». Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je disais que ça peut arriver à tout le monde. Là, dans la pièce, quand les tours jumelles sont tombées, la mère n'a pas retrouvé le corps de son mari. Oui. Et elle a du mal de faire le deuil de ça. Bien sûr. Et ça peut arriver à tout le monde. Absolument. Et jusqu'à ce qu'elle ne retrouve plus, qu'elle retrouve le corps, eh ben, elle en parle tout le temps de son mari, parce qu'elle n'a pas encore réussi à faire le deuil. Et elle le dit d'une manière très jolie, quoi. Justement sans savoir ce que son mari lui a fait et lui cache. Mais lui dit tout à sa fille, parce qu'il adore sa fille. Mais je dis rien d'autre. Ne dévoilez pas tout, c'est sûr, il y a bien sûr beaucoup d'émotions aussi dans ce spectacle, mais également de l'humour et encore une fois un joli texte, une très belle interprétation à savourer, un spectacle d'une belle densité. C'est bien qu'il y ait au Festival d'Avignon des choses très très légères et c'est aussi très agréable qu'il y ait un spectacle avec une belle densité, une belle écriture. D'Israël Horowitz, ça s'appelle « On ne dit pas de mal des morts » avec Alexia Chardard, Catherine Devigne, Jacques Rogne, Patrick Tulane, mise en scène par Mitty Budner qui était ici sur l'émission, au Théâtre Notre-Dame à 11h. Évidemment, nous vous souhaitons, même si vous n'en avez pas besoin, c'est un succès, un très très bon festival malgré tout. Merci. Et merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-l'Off. Merci à vous. Merci. Un petit peu d'évasion, un petit peu de voyage et beaucoup de délire aussi avec ce spectacle. Don Quichotte et Sancho Panza. Et figurez-vous qu'ils sont là. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Les comédiens bien sûr. Et l'auteur même, Jean-Claude Humbert, comédien et auteur de cette comédie. Et puis Mathias Léonard Lang. Merci d'être venu jusqu'ici dans la loge de Cap-sur-l'Off. Et merci d'être venu en tenue. Merci de votre invitation. C'est très agréable. Alors je disais, un spectacle voilà, bien délirant malgré tout. Absolument. Même si évidemment on s'appuie sur un texte et une histoire, au niveau de l'écriture, de l'adaptation et du jeu, on reste sur une vraie comédie. Absolument. C'est une magique et magnifique comédie tragico-burlesque sur les textes de Miguel de Cervantes. Alors au départ, comme ça, vous pourriez paraître, quel est le bon mot, je ne vais pas être disgracieux, mais un peu farfelu, disons. Et puis, oui, tout à coup, j'ai vu le monsieur de la sécurité qui nous regardait un peu avec un drôle d'œil quand on est entré. Avec inquiétude, je l'ai prévenu, il n'y a rien de grave. Non, mais sans plaisanter, donc, vous paraissez voilà, des personnages un petit peu farfelus, on comprend qu'on varie beaucoup, etc. Donc c'est certainement très léger, c'est le cas, c'est une comédie, on s'amuse, mais en même temps il y a un fond derrière tout ça et effectivement vous voulez dénoncer la société telle qu'elle est avec certains points de médiocrité, certains points qui sont pas terribles et puis vous voulez mettre de la joie, de la vie dans tout ça et c'est la raison de votre personnage. Oui, tout à fait. Donc déjà à la base, puisque ça se base sur les écrits de Cervantes, donc début du XVIIe, lui était critique de la société. La fameuse image des moulins qui combattent en voyant que c'est des géants, c'était la difficulté des moulins qui faisaient perdre du boulot à certaines personnes, qui ne faisaient plus vanner les grains, mais les moulins, c'était le début de l'industrialisation, le tout début. Donc il y avait une vraie critique sur la modernisation à outrance, selon Cervantes. Et c'est un peu dans cette logique-là, et il y a plein d'éléments aussi sociocritiques sur la solitude, sur qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui est fou? Qu'est-ce que nous, on considère comme fou? Ou peut-être, est-ce que la folie, c'est peut-être la meilleure évasion et celui qu'on considère comme fou n'est peut-être pas aussi fou que ça? La folie, meilleure évasion, et évasion est parfois nécessaire et salvatrice. Donc c'est vrai que vous paraissez un petit peu le farfelu comme ça, mais en fait vous avez la solution. Déjà, vous savez mettre le doigt sur ce qui cloche et puis vous avez la solution pour survivre et trouver la vie belle. Exact. Accompagné de Sancho Panza, bien sûr. Alors dites-moi, pourquoi ce ballet avec vous? Un ballet? Vous voyez un ballet? Ça? Ah non, ça c'est la fameuse Sérénissime Casilde de Vandalé, pour laquelle il
attaqua même la géante de Séville, qu'on appelle la Giralda, qui tout à coup était le chevalier au miroir, qui en fait était mon ami, le bachelier Samson de Carrasco, que je voulais affronter en duel avant de croiser le chemin de l'Hidalgo au Vermanto, Diego de Miranda. Vous vous égarez. Égarez-toi même, couard de créature. Merci, merci, merci pour ça. Alors, vous avez l'air conflictuels là tous les deux, mais en fait, c'est une très belle histoire d'amitié, ce spectacle. Ah, c'est une engueulade amoureuse. Es la historia de un amor. C'est la musique de la fin. Qui pourrait être avec Dulcinée, puisque, en fait, on m'avait commandé une pièce pour 2 ou 3 personnages. Et je l'ai écrite en pensant à Mathias, que je connaissais déjà, qui est grand. Moi, je suis petit. Je me suis dit, ça pourrait peut-être faire les 2 personnages de Don Quichotte et Sancho Panza. Et puis, il manquait le 3e, Dulcinée. Dulcinée, une espèce d'arlésienne espagnole dont on parle tout le temps, mais qu'on ne voit jamais. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire sur le thème de la folie, parce que ça vous permet de ne pas avoir de limites. D'autant que Mathias la voit partout, sa Dulcinée, oui, apparemment. Bien sûr. Bien sûr. Et partout, en effet, partout. Puisque le texte du spectacle, le sous-titre, c'est « Dans l'attente de l'amante absente ». Donc vous pouvez vous imaginer de quoi on parle pendant 67 minutes en scène. Toutes nos idées, toutes nos pensées, bien sûr, sont autour de cette Dulcinée ou de cette Vandalie qu'on cherche. Je crois que c'est intéressant et merci pour ce petit passage tout à l'heure, parce qu'on comprend avec vous ici qu'on est avec un spectacle qui paraît un petit peu déjanté, comme ça, décalé, mais c'est du vrai beau texte, de la vraie belle littérature. Et puis, voilà, il y a un fond social, satirique, il y a peut-être quelques clés ou quelques leviers pour les gens pour accéder plus facilement au bonheur. Et en tout cas, déjà, pour s'amuser à voir un très joli spectacle de théâtre qui se passe au Verbe Fou à 18h15, puisque vous y jouez jusqu'à la fin du festival, vous êtes là ? Exact. Voilà, jusqu'au 28 donc. Oui, tous les jours. Tous les jours, 18h15. Sans relâche. Tous les jours. Le spectacle s'appelle Don Quichotte, Sancho Panza. C'est frais, c'est gai, c'est beau, c'est brillamment interprété, on se régale, on s'amuse, on rit aussi. Absolument, bah oui. Pour ça avec donc Mathias Léonard Lang et auteur et comédien Jean-Claude Humbert dans des tenues magnifiques. Venez nombreux savourer ce spectacle au Verbe Fou à 18h15. Ça s'appelle Don Quichotte et Sancho Panza. Merci les amis, merci d'être venus en tenue. Merci Stéphane. Merci. Je le dis souvent, mais comme vous, j'adore, je suis fan de ce Festival d'Avignon, tant il y a une offre diverse, variée et riche, et inédite aussi. Je vais l'illustrer par l'invité que j'ai maintenant, un spectacle tout à fait original. J'en parle dans un instant avec Philippe Solterman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu parler de ce spectacle-là. Je dis qu'il est inédit par son sujet abordé déjà. Ça s'appelle « J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 ». Inédit parce que vous décrivez, alors savoir que l'ascenseur de 22h43 c'est une chanson d'Hubert Félix Thieffen, voilà, dont vous êtes fan. Exactement. Et vous parlez de cet état de fan en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être fan, alors pas dans les caricatures, mais concrètement quand on est un fan sain, équilibré, ça représente quoi pour vous? Il se trouve que J'arriverai par l'ascenseur de 22h43, c'est la première chanson que j'ai entendue d'Hubert Félix Thieffen quand j'avais 12 ans. Et il s'est passé ça démarre instantanément. Ça démarre instantanément. J'entends une phrase qui dit et j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je demanderai ta main pour la couper. Donc à 12 ans, je me dis c'est quand même bizarre. Il veut couper des mains. Il y a un truc bizarre. Et tout de suite, ça m'a fasciné. Ça a tilté un truc dans mon cerveau. Je me suis dit mais en fait, ce qu'il me raconte, c'est dingue. Il le raconte autrement. C'est un poète surréaliste qui est extrêmement référencé, qui a une érudition, qui connaît très bien la philosophie, la littérature, l'histoire également. Et du coup, j'ai commencé à écouter ces textes sans forcément tous les comprendre au départ. Et à force de l'écouter, je me disais, tiens, par exemple, il parle de Rimbaud. Et j'étais particulièrement nul à l'école. Puis tout d'un coup, ce chanteur me parle de Rimbaud. Puis je me dis, je vais commencer à le lire. Et puis je me dis, mais en fait, c'est juste génial. Après, il parle de philosophie. Il parle de Schopenhauer. Je me dis, mais en fait, il en parle souvent. Ça serait peut-être bien de le lire. Donc finalement, Thieffen, ça a été mon meilleur prof de français et prof de philo. Parce que c'est pas l'école qui m'a aidé à ça. Et le spectacle, c'est une sorte d'hommage, et c'est surtout quelque part, moi j'ai une ardoise, c'est que ce chanteur, ce poète, m'a influencé, m'a aidé dans certains moments même. Donc c'était surtout ça, se dire, il a été important. Et en faisant ce spectacle, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens pour qui il a été important.
Mais surtout aussi, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin d'être fan d'Hubert Félix Thiéfaine. On a tous. Alors, c'est ce que je voulais, c'est ce que je trouvais inédit dans le spectacle, c'est cet angle que vous abordez de ce qu'on imagine être un fan. Vous n'avez pas le tatouage Thiéfaine, le t-shirt, le mug pour déjeuner le matin. Alors moi j'ai une petite limite quand même. Avec sa photo, voilà. Mais vous êtes fan c'est-à-dire vous n'êtes pas fan de l'épiderme de Thiéfaine, mais de son œuvre, de son œuvre artistique, intellectuelle. Alors le spectacle, on l'a beaucoup axé sur ses textes, mais aussi il y a la musique, il y a cette énergie rock, quoi, parce que c'est vraiment un showman, quoi. Il faut le voir une fois sur scène, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous l'avez vu combien de fois? Alors je compte plus. Très souvent. Très souvent. L'avez-vous rencontré? Pardon? L'avez-vous rencontré? Non, j'ai rencontré son entourage parce que tout ça s'est fait en demandant des autorisations. Donc on a dû passer via Sony Music pour savoir si c'était possible de faire. Et ils ont été très très bienveillants et très très sympas. Ils ont dit ok, vas-y. Ils ont lu un bout de texte et puis ils ont dit ben vas-y maintenant fais ça comme tu veux. Malgré tout, c'est pas insultant pour Thiéfaine de faire un spectacle sur lui et de dire à quel point on l'aime artistiquement et intellectuellement. Mais je reviens sur cet état de fan parce que c'est vrai, c'est ce qui interpelle. En définitive, vous racontez ce que vous vivez depuis le premier choc de la première chanson. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui intéresse les gens, c'est ces fans, jusqu'à quel point, de quelle manière. Voilà, c'est vraiment ce qui me paraît inédit dans le spectacle. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre presque pathologique quand on aime quelqu'un sans le connaître. Sur le premier degré, oui. Et puis en plus, on a l'impression que cette personne est la seule qui peut nous comprendre réellement. Donc il y a un fantasme quelque part, parce que c'est le pire pour un fan finalement, c'est de rencontrer son idole, parce que ça peut être que déceptif. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que moi le personnage que je joue sur scène, il est assez exalté. Mais moi, j'ai quand même des limites, quoi. Je collectionne pas tous les tickets de concert, je me fais pas les tatouages. Enfin voilà, je suis fan, on va dire, modéré dans la vie, mais sur scène un peu plus excessif. Mais ce qui vous empêche pas d'avoir de l'admiration et d'avoir de la reconnaissance même. Ah, totalement. C'est vraiment le bon mot, c'est de la reconnaissance. Ouais. Et donc, ça mérite. Enfin, pour vous, c'est une envie qui a débordé de le dire, de le remercier publiquement à travers ce spectacle. Exactement. En fait, la petite histoire, c'est qu'il y a une année avant la création du spectacle, je buvais un apéro avec une amie et puis on écoutait du Thiéfaine et puis je dis mais moi je suis un fan, j'aimerais faire un spectacle là-dessus parce qu'on a toujours plein de bonnes idées à l'apéro. Et elle me dit mais moi je connais son entourage, je le connais un peu, donc si tu veux passe-moi un dossier. Donc j'ai quand même mis 6-8 mois avant de me décider, puis après je me suis dit ouais c'est ça que je veux faire en fait, faut croire au hasard. Mais vous avez très bien fait parce que moi je trouve l'idée tellement inédite, insolite et puis intéressante parce que c'est vrai qu'on a l'image du fan très premier degré et puis voilà ce qu'on est équilibré et ça c'est pas exactement ça et en même temps Hubert Félix Thiéfaine est un beau sujet. Et ce que j'aime beaucoup dans ce spectacle, c'est qu'il y a des gens qui connaissent pas spécialement Hubert Félix Thiéfaine, qui viennent voir le spectacle et qui disent ah je vais aller acheter un album là, je vais écouter ça a l'air pas mal, voilà. Mais cela étant, on n'est pas obligé d'être fan ou d'aimer beaucoup en tout cas Hubert Félix Thiéfaine pour venir au spectacle. C'est un spectacle sur l'état de fan. Sur l'état de fan et j'ai l'impression que c'est un spectacle que tout le monde peut apprécier. Là, on le tourne depuis janvier 2018 et c'est vrai qu'il y a des gens. On a joué dans des théâtres où il y a plus des abonnés de théâtre et eux, ils s'y retrouvent aussi, même si ils connaissent pas spécialement Thiéfaine. Après, il y a des fans absolus de Thiéfaine qui viennent et ça c'est assez marrant parce que ils ont l'impression d'être exactement comme moi en fait, donc on est très vite amis. Ils partagent absolument. Ouais. En tout cas, voilà, il n'est pas nécessaire d'être fan d'Hubert Félix Thiéfaine pour aller voir ce spectacle. Il suffit d'aimer les jolis spectacles et d'avoir un sujet intéressant, insolite, inédit, rare, traité. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des spectacles sur cet état-là, même des livres sur l'état de fan. Moi, il me semble que l'état de fan qui a toujours été décrit, c'était La Dérive. Alors que là, on est sur un fan. Oui, c'est vrai qu'après, il y a des pathologies plus graves. Ouais. Oui, absolument. Le plus illustre, c'est Mark David Chapman qui est allé jusqu'à tuer John Lennon tellement il en était fan. Ouais. Par amour. Ça s'appelle J'arriverai par l'ascenseur de 22h43. C'est avec Philippe Solterman. C'est un excellent sujet. J'espère que vous serez nombreux à aller voir. Et un très joli spectacle en tout cas, amusant aussi. C'est une mise en scène de Lorenzo Malaguerra aussi. C'est important de le préciser. Ouais. Et important de préciser aussi que c'est au théâtre Artaud et que c'est à 13h. Merci Philippe, on vous souhaite un très bon festival. Très bien, merci.
Un rendez-vous un petit peu spécial maintenant, mais que je qualifierais d'indispensable parce qu'il s'agit d'une artiste qui a fait 2 succès déjà au Festival d'Avignon les 2 dernières années, qui n'y est pas cette année. Mais quelle bonne idée de venir présenter son nouvel album. Bonjour Joss. Bonjour. Merci de venir à Avignon ici. C'était compliqué de ne pas venir, il fallait venir. Oui, il fallait la présence quand même, c'était important. Alors je disais nouvel album qui est sorti en janvier, donc c'est tout neuf, tout récent. Oui, tout à fait. C'est vrai que vous étiez là avec un autre répertoire, un autre spectacle, d'autres chansons les 2 dernières années. Il y avait déjà quand même 1 ou 2 évocations de ce nouvel album sur le dernier Avignon. Oui, tout à fait. C'était 2 spectacles de reprise. Et la dernière année, l'année dernière, j'avais quand même mis un petit extrait de cet album Multas Vitas qui est donc sorti en janvier. En amorce. Alors voilà. là, si vous êtes en tournée, vous n'êtes pas loin d'Avignon, donc c'est une bonne idée. C'est un seul jour. Vous venez vraiment présenter en formule simple, piano-voix, intimiste, au magasin Théâtre à 19h le lundi 15 juillet et que le lundi 15 juillet au magasin Théâtre à 19h. Vous venez livrer votre album aux Avignonnais. Voilà, j'avais envie de leur présenter le produit fini, comme on dit, hein, puisqu'il y avait un extrait l'année dernière. Et puis c'est vrai que on a travaillé beaucoup sur cet album en octobre pour qu'il sorte en janvier, en octobre-novembre pour qu'il sorte en janvier. On a commencé la tournée et là, c'était le passage obligé. Et j'avais vraiment envie, que le public d'Avignon puisse venir l'écouter. Alors, ceux qui vous connaissent ne vont pas être déroutés par les nouvelles chansons. Ça reste votre univers, votre vie, ce qui vous touche, ce qui vous préoccupe. Ce qu'est votre parcours qui est raconté dans vos chansons, même si sur cet album, vous n'êtes pas seul auteur des textes. Hein. Alors si, je suis auteur de tous les textes, de toutes les compositions, mais les compositions justement, je ne suis compositrice que d'un seul titre. Voilà, que d'un certain nombre. Voilà, après, c'est Eric Miller qui a composé. C'est mon acolyte depuis. C'est le 3e album, donc voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille ensemble. Et il faut se connaître bien pour que la musique accompagne les mots ou les mots se posent sur la musique. Ça marche dans les 2 sens d'ailleurs. Tout à fait. Il y a des chansons qui se construisent, j'imagine, d'abord par le texte et d'autres d'abord par la mélodie. Oui, alors ça a été vrai pour les autres albums. On a fait un peu les 2. Et pour celui-là, c'est vrai que c'est moi qui lui ai livré tous les textes. Et là, il a fait les musiques directement. Voilà, avec mes petites indications, ce que je voulais. Tel univers dans cette chanson. Il n'y a pas vraiment de genre, c'est de la chanson intimiste, quoi, voilà. Mais c'est de la chanson à texte, enfin dite à texte, parce que toutes les chansons ont des textes, hein, bien évidemment. Et il n'y a pas de classification à ce niveau-là. Mais là, après, je lui ai dit, voilà, là, je voudrais quelque chose d'un peu péchu, là, je voudrais quelque chose de plus intimiste, vraiment, juste un violoncelle, un piano, voilà. Donc, j'allais vous poser une question. Il y a des changements d'ambiance d'une chanson à l'autre, des changements de rythme, de contexte, d'émotion? Oui, tout à fait. Donc il y a la partie bien sûr ballade, hein, la partie chanson, voilà, ce que j'appelle intimiste et moins solaire. Puis après il y a la partie solaire avec des chansons avec des cuivres. Il y a même une fanfare dans un titre. Il y a de la guitare. Enfin, ça a réuni 15 artistes hein, quand même, 15 musiciens. J'ai appelé tous mes potes et je leur ai dit voilà, je fais mon album, là, c'est l'album de la maturité. Et tout le monde s'est mobilisé. Et tout le monde s'est mobilisé, voilà. Ça, c'est très agréable. En tout cas, vous nous livrez ça, le lundi 15 juillet, ce nouvel album. Alors, je le dis parce que c'est important pour les dates de tournée. Dans le contexte d'Avignon, voilà, ce sera intimiste, accompagné au piano. En tournée, c'est autre chose. C'est une autre formule qui est sur la route. En tout cas, le lundi 15 juillet au magasin à 19h, on va découvrir l'album Multas Vitas de Joss, le nouvel album. C'est une très bonne idée. Vous n'êtes qu'un seul jour. On espère que 2020 vous verra tout le mois en Avignon. On ne sait pas, hein. C'est tellement... Voilà, on ne peut pas savoir, ça sera la surprise. En tout cas, Multas Vitas, ça veut dire plusieurs vies. Et comme on a plusieurs vies dans une vie, hein, c'est un petit peu ce que raconte l'album, justement, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, et puis tout le parcours qu'on peut faire. On ne sait pas si l'année prochaine on sera à Avignon ou pas, mais en tout cas, ça sera une belle surprise si on y est. On l'espère, on l'espère. Voilà. En attendant, Multas Vitas, le nouvel album de Joss, sera interprété par Joss le lundi 15 juillet au magasin à 19h. Et avec Benjamin Barria au piano. Avec Benjamin Barrière au piano. Barria Voilà. Au piano. Voilà. Multas Vitas, le nouvel album de Joss, au magasin Théâtre à 19h, lundi 15 juillet. Merci d'être venu nous voir. Merci Stéphane. Georges Feydeau au Festival d'Avignon, évidemment, bien sûr, heureusement je dirais, avec notamment ce spectacle qui s'appelle Dormez, je le veux.
Et on va parler tout de suite avec une partie des comédiens, parce que vous êtes 6 sur scène, mais en l'occurrence, Alexandre et Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus représenter vos amis aussi sur la scène du théâtre Champs, qui est un joli théâtre qu'on aime beaucoup ici, qui se situe Place Pi, le Champs Théâtre. Le spectacle Dormez, je le veux. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas ce texte-là de Feydeau, il est question d'hypnose. Exactement, dans c'est un Feydeau assez atypique dans l'œuvre de Feydeau, parce que quand on pense Feydeau, d'abord on pense Marie Cocu, Amant dans le placard, et là Feydeau il a inventé une autre intrigue qui parle d'hypnose, effectivement, qui parle d'un valet, Justin, qui est ici, qui a le don d'hypnotiser son maître pour lui faire les tâches ménagères à sa place. Alors voilà, il ne s'en sert pas pour des choses très très importantes. En fait, il est valet de maison, il s'arrange le quotidien en utilisant un peu son hypnose. Voilà, il n'a pas de grandes ambitions au-delà de ça. Non, c'est ça. Il se fait sa petite vie tranquille avec son don un petit peu d'argent à son maître, c'est parfait. Voilà, gentiment. Tout va bien pour lui. Tout va bien. Sauf qu'il a un problème. Son vieux garçon de maître a projeté de se marier. Et là, évidemment, son quotidien risque d'être chamboulé par une personne qui va être dans la maison à plein temps. Et là, pour la première fois, au lieu d'utiliser ce don d'hypnose pour les petites choses du quotidien sans trop d'importance, il veut vraiment se servir de ça pour du coup faire basculer le destin, l'histoire, etc. Mais là aussi, les choses n'ont pas si simples que ça, mais c'est le cœur du spectacle. Exactement. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, il faut venir voir le spectacle pour le savoir. Voilà, donc on s'amuse beaucoup à faire ce spectacle, effectivement. Et depuis le début du festival, c'était un beau succès. Donc on est très très content de ça. Et voilà, donc on continue à s'amuser avec ce spectacle qui a la petite particularité d'intégrer aussi des chansons dans l'intrigue, en fait. C'est-à-dire des chansons, des voix qui chantent en live ou des voix enregistrées? Alors des voix enregistrées qu'on joue en playback, mais qui viennent s'intégrer dans l'histoire. Voilà, un peu en la mode pour les gens qui connaissent d'Alain Resnais, on connaît la chanson. Voilà, tout à fait. Je comprends voilà. exactement. Évidemment, Georges Feydeau, c'est une bonne idée, c'est une valeur sûre, je dirais, mais enfin, ce texte-là est inédit parce qu'il a été peu interprété. Très peu. Les spectateurs ne risquent rien, ils ne seront pas hypnotisés de toute façon. Non, il faut qu'ils se rassurent. Et normalement, ils ne dorment pas. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie sur scène, donc normalement, ils ne s'endorment pas. Vraiment, et c'est drôle. Oui, en tout cas, on entend des rires dans la salle, donc normalement, c'est que tout va bien. C'est très bon signe. Oui, normalement, voilà. Techniquement, pour informer nos amis téléspectateurs, c'est accessible aux enfants, bien sûr, à partir de quel âge? Oui, à partir de 6-7 ans, mais ça plaît énormément aux enfants. 6-7 ans pour adhérer au spectacle. Parce que on sort de scène là, et on en avait cet après-midi qui ont adoré la chose, parce qu'il y a effectivement les scènes d'hypnose sont assez visuelles, il y a du gag visuel aussi, donc les enfants adorent. En fait, c'est sur deux plans. Il y a des choses qui sont un peu pour adultes, un peu suggérées, et il y a des choses qui sont pour enfants. Donc, ça reste un spectacle familial, tout à fait. avec une belle richesse de texte, on connaît Feydeau, et puis voilà, une histoire un peu inédite, un sujet, l'hypnose aussi, à la mode d'ailleurs. Exactement, en ce moment, mais tout à fait. Donc une double bonne idée. En tout cas, un très joli spectacle, une belle grosse comédie avec 6 comédiens sur scène, et puis aller au cœur d'Avignon, balader dans les petites rues, traverser la jolie place Pi, et puis à l'angle vous trouverez le Champs Théâtre. Il faut y aller à 19h pour ce spectacle qui s'appelle Dormez, je le veux. C'est à 14h30. C'est à 14h30. Attention. Excusez-moi. C'est à 14h30 le spectacle. 14h30, pardon. Oui. 14h30 au Champs Théâtre Place Pi. Le spectacle s'appelle Dormez, je le veux. Mais ils vont plus vous faire rire que dormir. En tout cas, vous allez passer un délicieux moment. C'est du Feydeau, Dormez, je le veux, au Théâtre Champs à 14h30. Merci beaucoup. Merci à vous, bon festival. Au revoir.